I'd rather be with you. Yeah. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Good Vibes avec un invité exceptionnel aujourd'hui. Il s'appelle Simon Burelier, il a créé Charles.co et avec lui, on va parler de sexualité, de santé, de confinement et de ce que l'avenir nous réserve après cette période de Covid-19. Merci les amis d'être là, bienvenue. Vous pouvez poser un max de questions dans le chat. Et évidemment, toutes les questions sont les bienvenues. Je les lirai avec plaisir. On fait Good Vibes depuis maintenant 3 semaines. Et l'idée, c'était de vous envoyer de la chaleur, de rester connecté et d'en profiter en fait de cette période assez difficile pour rencontrer des entrepreneurs que vous n'avez jamais encore vraiment rencontrés. Je le sais parce que j'ai été vraiment chercher les gens qu'on n'entendait pas d'habitude. Et des gens que j'adore. Voilà. Donc, merci à toi, Simon, d'être là. Je suis super contente que tu as accepté. Merci pour l'invitation, Alice, avec plaisir. Donc, où es-tu, Simon? Alors moi, je suis au Cap Ferret, écoute, dans ma maison, au vert. Je mange des fruits de mer, tout va bien. Je suis avec 2 amis, donc c'est l'occasion de découvrir, de vivre avec 2 bipèdes en même temps que toi. Je découvre que je suis assez en retard pour mon âge parce qu'ils savent tous cuisiner 200 plats, changer des ampoules, etc. Donc c'est une bonne leçon de vie en ce moment que je vis. Tu cuisines un peu? Bah non, mais justement, je suis en train de les shadow un peu pour essayer de comprendre comment ils font, parce que c'est une succession de marinades en tout genre, c'est très solide. Donc voilà, je suis en train j'ai une pilule d'humilité qui m'est arrivée, que j'essaie de réparer mon retard, quoi. Bravo. Bon alors, Simon, raconte-nous un peu, qu'est-ce que c'est? Donne-moi ton one-line pitch de Charles.co. Alors, Charles.co, c'est la première clinique virtuelle dédiée à la santé sexuelle au monde. Je dis bien au monde. Aujourd'hui, on est basé en France et on est surtout concentré sur les hommes. On va ouvrir aux couples et aux femmes assez vite. Concrètement, un patient qui vient sur Charles.co, il va pouvoir téléconsulter à distance avec différents moyens, avec des médecins sexologues. Il va pouvoir avoir accès à des traitements sains, sûrs, etc. Et puis nous, on a toute une dynamique après d'accompagnement des patients au quotidien sur leurs problématiques sexuelles. Donc, c'est vraiment pour les hommes qui ont des problèmes sexuels. Et ça arrive à combien d'hommes, ça, ce type de problème? Ouais, alors juste pour donner la genèse, on a commencé fin mai 2019, juste sur l'érection et juste sur les hommes. Donc ça, rien que ce problème-là touche 4 millions d'hommes en France, de façon chronique. Donc si tu regardes, il y a plein d'aspects qui peuvent rentrer en ligne de compte. Tu vas avoir l'âge, tu vas avoir toutes les maladies chroniques, type diabète, hypertension, etc. Puis après, tu as beaucoup de gens qui ont aussi des problèmes psychologiques, simplement qui les bloquent et ils ont besoin de relancer la machine, entre guillemets. Donc on avait commencé juste là-dessus, puis après on a ouvert aux autres pathologies, donc éjaculation précoce, manque de libido. Après, il y a d'autres choses comme l'anéjaculation, l'anorgasmie, voilà, c'est le fait de ne pas éjaculer, de ne pas avoir d'orgasme, tout ça, quoi. Ok, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce sujet-là au tout départ? Ouais, nous, en gros, c'était le début de la révolution de la téléconsultation. Parce que la téléconsultation, là, tout le monde la découvre avec le Covid, mais ça fait à peu près 1 an et demi que c'est vraiment légalisé, encadré, etc. en France. Donc, j'étais avec Olivier, mon associé, on cherchait des sujets pour entreprendre ensemble. Et on a rencontré un médecin sexologue qui nous a dit, je pense que la téléconsultation a des gros usages, un des gros cas d'usage, ça va être la sexologie, parce qu'il n'y a pas besoin d'examen physique, parce que voilà, il y a plein de choses qui étaient assez adéquats. Et puis après, en fait, on a vraiment regardé un peu les chiffres et on s'est rendu compte que sur ces 4 millions d'hommes sur l'érection, qui avaient des problèmes d'érection, il y en avait à peine un quart qui se traitaient, à peine un quart qui en parlaient tout court, même à leurs conjoints, à leurs amis, etc. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros tabou à casser et qu'avec ça, la consultation à distance et des vrais professionnels, on pourrait aider les hommes là-dessus. Et 4 millions, ça me semble pas non plus énorme, en fait, alors qu'en fait, j'étais tombée sur des chiffres qui disaient que ça touchait un homme sur 4 à un moment de sa vie. Alors, moi, les 4 millions que je te donne, c'est les 4 millions qui ont des problèmes chroniques. Donc ça, c'est vraiment des gens qui vont avoir des problèmes. La définition, c'est que tu as eu des problèmes pendant plus de 3 mois de façon continue. Après, si tu regardes tous les gens de notre âge, enfin moi j'ai 33 ans, je pense que tout le monde à un moment ou à un autre a eu un problème de ce type si on parle de problème d'érection. Donc ça touche tout le monde en effet. Après, nous on recommande pas d'aller forcément voir un médecin sexologue dès que vous avez un petit problème d'érection une première fois. Après quand ça se prolonge, le vrai problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens ils attendent en moyenne 2 ans avant de consulter. Donc t'imagines les dégâts faits au couple. C'est aussi à l'estime d'eux-mêmes. Nous, on récupère beaucoup d'hommes qui ont perdu confiance en tout, quoi.
parce que c'est quelque chose qui les obsède et ils n'ont pas trouvé de solution. Donc, nous, ce qui est vrai, on n'encourage pas les gens à consulter la première fois. En revanche, si ça se prolonge pendant 2-3 mois, c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire parce que ça permet vite de débloquer la situation et de ne pas s'enfermer dans un cercle vicieux, quoi. Ok. Quand vous avez démarré, donc du coup, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Non. Depuis, tu peux nous donner un peu un snapshot de l'ampleur je sais pas, le nombre de personnes que vous avez accompagnées. Ouais. Bah, donc, depuis le début, on va avoir accompagné presque 10 000 hommes déjà. Et là, ça s'accélère. Donc, au début, je te dis, on faisait que l'érection. Maintenant, on a toutes les pathologies. Je pense que Ah, Simon, t'as perdu. Simon, tu ne captes plus. Ah, ça y est. Attends, c'est juste que ça freeze. hein? C'est juste que ça a freeze. Pas de problème. Non, je te disais, donc, ouais, on a accompagné presque 10 000 hommes sur tout ça, donc à la fois sur les consultations, sur les traitements et d'autres choses. On a encore 2 tiers sur l'érection, mais on est en train vraiment d'ouvrir à toutes les autres pathologies. Et comme je te le disais, après, l'idée, ça va être d'ouvrir probablement aux couples et aux femmes, parce qu'on a beaucoup de femmes qui viennent, alors soit pour leurs hommes, parce que c'est souvent elles qui vont prendre le rendez-vous, qui vont l'aider à passer le cap, soit pour elles-mêmes, parce qu'il y a des problèmes genre vaginisme, etc., qui sont très mal traités aujourd'hui par les gynécos. Et c'est plutôt un travail de médecins sexologues. Un des gros problèmes auxquels on répond aujourd'hui, c'est que des médecins sexologues en France, il y en a moins de 300, ce qui fait qu'il y a une pénurie à peu près partout. Donc, il y a à la fois à évangéliser, parce que peu de gens savent que ça existe, et d'autre part, quand ils savent que ça existe, ils ont du mal à accéder aux soins. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Ok. Bah, ce qui est intéressant dans ta boîte, c'est que tu touches vraiment à un sujet hyper actuel. Alors, je parle même pas de la télémédecine avec le Covid, mais du rapport à la masculinité, de la honte aussi qu'il y a autour de ce sujet de la sexualité, du devoir pour un homme d'être absolument tout le temps en érection et donc le non-droit à l'erreur. Comment tu gères ça, toi? Donc, toi, ce que tu dis, c'est que t'incites pas les mecs à tout de suite se poser la question et à agir s'il y a des petits soucis, mais par contre, à dépasser le tabou et la honte Ouais. qui n'ont pas lieu d'être. Bah, en fait, je pense que nous, on a un rôle qui est un peu double, c'est à la fois informer et puis faire communiquer, si tu veux. Donc, nous, ce qu'on voit, les gens qui ont vraiment des gros problèmes, c'est soit des gens qui n'ont aucune éducation sexuelle, donc ils vont t'appeler en disant, bah, j'arrive pas à durer plus de 45 minutes, je comprends pas, c'est un problème. Ils sont persuadés qu'on va leur trouver des pilules, puis des Les gens, pilules. ils te disent, j'arrive pas à durer plus de 45 minutes Ouais. à faire l'amour, je n'arrive Ouais, pas à faire l'amour. ouais, ouais. Ouais, bah, ils sont tellement été abreuvés de porno, de plein de trucs. Il y a plein de gens qui se trouvent pas normal parce qu'ils n'arrivent pas à enchaîner une nuit d'amour de 3 heures, tu vois. Il y a même des mecs. C'est quoi la moyenne normalement Alors, la moyenne, ça va être de coït pur, je crois. Alors, les chiffres sont assez difficiles à avoir, mais ça va être genre entre 7 et 10 minutes de vraiment d'action. Puis après, tu rajoutes 10 minutes de plus de préliminaire en général. Donc, tu as entre 15 et 20 minutes de rapport, quoi. Mais, celui qui s'appelle, qui n'arrive pas à avoir plus de 45 minutes. Bah, il y a ça, nous, on a plein de gens qui nous appellent pour avoir des pilules, parce que, tu sais, on a été abreuvé par les pubs Enlarge your pénis, etc. Donc, tu as plein de gens qui pensent que tu vas pouvoir gagner 10 cm de pénis avec une pilule magique. Donc, nous, on a tout ça à faire sur l'éducation des gens. Donc, on a plein d'appels entrants là-dessus. Et puis après, nous, ce qu'on pousse vraiment, c'est la communication. On se rend compte que il y a un pan de la population qui arrive à en parler à ses proches ou à leur compagne. Et là, ça se passe plutôt bien parce que ça s'enclenche vite, etc. Mais après, tu as tout un pan des gens qui n'en parlent pas du tout, qui gardent ça pour eux. Donc, en général, quand ils viennent chez nous, c'est ultra cathartique parce qu'ils vont parler à un médecin pour la première fois d'un truc où ils sont coincés. Mais tu vois, c'est vachement symptomatique. Cette population-là n'ose pas en parler. Quand il y a eu le confinement, on a eu une grosse baisse de fréquentation de ces gens-là parce qu'ils étaient coincés chez eux avec leur famille, etc. D'habitude, ils font ça au boulot. Et là, il y a plein de médecins qui nous ont révélé que ils avaient des... Ah, t'as encore freeze, mon cher Simon. Allô? Ça a coupé. Ouais. Il y a des patients qui. Ouais, là, je te dis, nous, il y a plein de médecins du confinement, tu as plein de patients qui entendent chuchoter dans leurs toilettes chez eux parce qu'ils n'osent même pas en parler à leur femme, quoi. Donc, nous, là-dedans, dans la masculinité, dans essayer d'aider les gens à passer le cap, c'est vraiment les mettre en face de bons professionnels et nous les rassurer au quotidien en disant, bah, soit c'est pas grave ce que tu as, soit c'est un peu grave, mais parle-en et ça ira mieux, quoi. Qu'est-ce que tu as appris, toi, que tu savais pas en créant Charles? Bah, déjà, je pense qu'un truc qu'on n'attendait pas du tout, hein, je sais pas si tu te souviens de la boîte, on l'avait créé un peu sur le modèle des marques américaines, genre Hims, etc., où c'était cool, plutôt pour les jeunes, on avait fait des boîtes sympas, on avait une mascotte en forme de tub, hein, tout simplement, enfin plein de choses comme ça.
Et en fait, on s'est rendu compte en le faisant qu'on touchait toute la population française et des gens que nous, on voit jamais, si tu veux. On a des patients de 18 à 81 ans, beaucoup de provinces, de Paris, etc. Et en fait, je pense que le plus gros learning qu'on a eu, ça a été d'être au contact de toutes ces populations qu'on voit jamais, hein. On est à Paris, on est quand même assez isolé du monde, dans un milieu start-up, etc. Là, tu parles à la France, quoi, au sens large du terme. Et c'est vrai qu'aborder dans la même boîte, je pense qu'on est une des rares startups comme ça qui va, même marque, tout simplement, qui va adresser les gens de 18 et de 81 ans, donc avec leur challenge à la fois technologique et personnel. Donc, je pense que ça a été super intéressant pour nous de, au fur et à mesure, ajuster un peu notre offre et notre façon d'adresser les patients en essayant de mieux les comprendre, tout en sachant qu'on a un patchwork hyper large de gens. Et alors, rendre accessible un sujet qui est complètement tabou et le dédramatiser aussi, ça veut dire que j'imagine que tu dois avoir des histoires intéressantes, tu dois avoir des patients, grâce à Charles, qui ont vraiment évité des catas, non? Ouais, nous, on a eu plein d'histoires de gens qui t'appellent après, qui remercient. Alors nous, ce qui est vrai, c'est que tout est basé sur le médecin. C'est-à-dire que le médecin, c'est un peu leur sauveur, tu vois. Donc nous, on a un énorme focus sur la sélection des médecins et sur le fait que la prise en charge soit bonne, parce que notre vitrine, c'est eux, hein. Nous, en gros, on interagit assez peu. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on a eu plein de super belles histoires, soit de gens qui nous remercient, soit parce qu'ils ont retrouvé une vie sexuelle, on a détecté des cancers, tu vois. Parce qu'en fait, l'érection, c'est souvent un baromètre de la santé générale. Donc, on a pas mal de gens qui sont venus. Et en fait, nous, il y a 40% des consultations qui donnent lieu à des analyses après, en fonction de ton profil. Et donc, il y avait un jeune de 22 ans, par exemple, je pense à lui, qui avait des problèmes d'érection, qui voulait en parler à la personne, etc. Il se retrouve à pouvoir téléconsulter sur Internet, donc il passe le cap. Et en fait, il fait des analyses et il se rend compte qu'il avait un cancer des testicules et qu'il a chopé à temps, tu vois, donc il a pu se soigner. Donc, il y a des super trucs comme ça. Et je pense que c'est un peu un de nos rôles aussi. Comme je te dis, l'érection peut être le symptôme de plein d'autres choses, de reconnecter les hommes à leur santé. Parce que tu vois, tu connais les hommes. En général, moi, je repousse toujours. J'attends d'avoir 45 de fièvre pour appeler SOS médecin. Tu vois, je prends jamais de rendez-vous, etc., etc. Et donc là, je pense que en facilitant un peu l'accès aux soins et à sa santé, je pense qu'on aide les hommes au niveau global sur leur santé aussi. Ok. Il y a Audrey qui pose une question et qui dit, justement, vous faites quoi pour éduquer sur un sujet qui est encore aussi tabou? Comment tu fais? Alors, nous, on a fait quand même pas mal de vidéos sur YouTube. D'ailleurs, ça a été un peu un des succès récents. Au début, tu vois, Olivier poussait pour qu'on fasse des vidéos. Je dis, on va avoir 200 vues, ça va être l'enfer Olivier, et c'est ton tout. associé cofondateur. Mon associé, pardon. Ouais. Voilà. Et puis, en fait, on a pris un de nos sexologues un peu charismatique et tout, et on a commencé à faire des vidéos d'éducation. Et aujourd'hui, il y a beaucoup du trafic du site qui va venir soit de nos articles, soit de nos vidéos. Tu vois, là, on a vraiment une explosion du trafic avec le corona, et notamment parce qu'on a fait une vidéo toute simple sur coronavirus et sexualité qui a fait genre 200 000 en 10 jours. Qu'est-ce que tu racontais dans cette vidéo? Alors, c'est pas moi, c'est Gilbert Boujolier, notre médecin sexologue. En gros, il racontait juste, en fait, c'est toujours des trucs très simples, mais c'est de dire que c'est pas sexuellement transmissible. En revanche, ça se transmet par la salive, donc si tu fais un acte sexuel, etc., tu peux t'embrasser et être proche. Ça se transmet aussi par les selles. Donc, pour tout Donc, tu parles de Covid-19. Hein. Ouais, pour le Covid, pardon. Ouais. Donc, ça se transmet aussi par les selles, donc tout ce qui peut être anal, etc., est dangereux. Et puis après, il y avait juste des conseils sur comment faire du sexting, l'amour à distance, c'était pas avec ta copine, etc. Mais je pense que nous, là, on est vachement en train de développer l'aspect média des choses. Et tu vois, nous, on s'affrontait deux choses. Il y a le tabou et il y avait la peur. Parce qu'on est quand même dans un milieu où il y a beaucoup d'arnaques. Il y a des N-large jour pénis, il y a des mecs qui te vendent des pilules indiennes, magiques, de partout. Ce sont les médicaments les plus contrefaits au monde, les plus saisis en France, etc. Donc, beaucoup de gens, la majorité des mecs qu'on a, comme ils sont bloqués depuis des années avec leurs problèmes, ils ont testé des trucs sur Internet où ils se sont fait arnaquer, ils ont reçu des sucres, enfin, tu vois. Donc, ils arrivent chez nous, il y a à la fois le tabou d'en parler, et il y a aussi la peur de se faire arnaquer, mais c'est énorme, si tu veux. Donc, nous, que ce soit nos médias ou notre site, il est truffé de vidéos d'explications et puis essayer de légitimer notre démarche partout. Donc, on a eu la chance d'avoir des reportages sur le magazine de la santé sur France 5, je passais à la radio, etc., etc. Donc, ça, on met partout, quoi, si tu veux, pour rassurer les gens. Il faut vraiment donner confiance, quoi. Il faut montrer carrément. confiance. Ouais. Il faut donner confiance à la fois dans la compétence, en mode, on va savoir t'écouter et t'aider, et puis aussi confiance juste dans le fait qu'on va pas te voler ton fric et quand tu vas mettre ta carte, tu vas pas avoir 50 débits aux îles Caïmans ou je sais pas où. Quoi. Et qu'est-ce qui t'excite, toi, dans cette startup? C'est quoi la mission? Comment tu la vois, en fait? Comment tu te lèves le matin et t'as la patate quand tu vas faire Charles.co? C'est ça que nous, c'est assez simple, tu vois. J'ai pas fait médecine, j'ai fait une école de commerce, donc je vis un peu en proxy le bonheur d'avoir des gars qui arrivent.
nous, on a la chance d'avoir, comme c'est des gens qui ont vraiment, quel que soit leur milieu social, etc., qui ont intériorisé ce problème, qui ont vécu avec pendant longtemps, ils sont hyper sympas et forgiving avec nous. Parce que tu vois, le site au début, il y avait des bugs, il y avait des trucs qui marchaient pas, etc. Et comme ils arrivent avec leurs problèmes, qui sentent qu'on veut les aider, tous les jours, nous, avec Olivier, on a vachement fait pour comprendre nos patients. On a eu beaucoup de patients au téléphone. Et ça, rien que ça, tous les jours, tu sais que tu aides des gens. Donc, je pense que quand tu es entrepreneur, très souvent, tu te demandes pourquoi tu le fais, parce que tu es mal payé en général, tu as beaucoup de pression, tu tapes des Covid, enfin, il y a plein de choses un peu dures. Mais au moins, tu vois, tous les matins, on se réveille, on se dit, bon, ok, il y a quand même des gens. Je pense qu'il n'y a pas une seule journée où on n'a pas du merci ou du truc où tu sais que tu as quand même débloqué quelqu'un, quoi. Ouais. Donc, voir les autres avancer et voir les Ouais. mecs se sentir mieux, c'est ça qui Ouais. est bien. Ouais. Carrément. Et puis après, plus au niveau entrepreneurial, ce qui est top, c'est qu'on a une bonne équipe comme nous et on s'entend super bien. Et puis par ailleurs, on a encore une petite boîte, donc on est vachement agile sur ce qu'on peut offrir aux gens. Donc tous les mois, on sort des nouveaux produits, des nouvelles façons d'aborder les problèmes, où on traite des nouveaux problèmes. Donc ça, évidemment, c'est hyper excitant intellectuellement, quoi. Et alors moi j'ai la chance d'être ta voisine de bureau parce que c'est vrai que The Family n'étant pas un incubateur, néanmoins il nous arrive parfois d'accueillir des boîtes chez nous et moi je vous entends au téléphone tous les jours avec vos utilisateurs en fait et je suis Ouais. admirative de la patience quand j'entends les conversations et vraiment de cette attention que vous donnez à chacun de vos utilisateurs, quoi. Bah ouais. Écoute, tu vois, nous, on a fait beaucoup d'erreurs là-dessus aussi. Quand on a lancé la boîte, on devait lever de l'argent. Enfin, on avait levé de l'argent direct avant le lancement, mais au lancement, un peu tous les fonds nous sont tombés dessus. On s'était moi, je faisais que des roadshows pour aller lever de l'argent. On avait mis genre des stagiaires, si tu veux, au patient care. Enfin, on a fait beaucoup d'erreurs. On s'était vachement éloigné de nos patients. Et depuis octobre, on a repris ça en main pour vraiment comprendre, convaincre, etc. et développer tout ça. Donc ouais, nous, on les prend tous les jours et on est patient parce que je te dis, au final, je pense que ce soit Olivier ou moi qui faisons ça beaucoup, on aime ça, quoi. Et moi, j'aime bien me dire qu'il y a un petit papy de 75 ans qui veut pas arrêter sa vie sexuelle et qui, bon, les facteurs avec l'âge, ça devient plus difficile et qui sait pas avoir un mail de confirmation, mettre un mot de passe, etc. Mais si on doit prendre 5 ou 10 minutes pour le faire à sa place, je sais pas, je pense que c'est sympa. Beaucoup dire, alors là, il faut cliquer en haut à droite. Ouais. Je te dis, le doyen, il a 81 ans et c'est pas tous En plus, on a un peu le double combo parce que la plateforme est plutôt optimisée sur tout, mais sur les tablettes, c'est pas le plus ouf. Et en fait, ces gens-là, il y a un peu le double combo. Ils sont vieux, ils ont des tablettes, il y a rien qui marche, ils ont rien mis à jour. Mais je trouve qu'il y a c'est sympa, quoi. Je rentre le soir, j'ai parlé à des gens, je te dis, avec qui j'aurais jamais parlé. Et puis, je te dis, en termes de sexualité, il y a tous ces articles sur le fait que les jeunes font de moins en moins l'amour, que ça intéresse plus personne. Et donc, quand je vois des gens de 70, 75 qui sont encore en mode je veux pas lâcher, j'ai encore envie de ça, je trouve ça réconfortant. Bien sûr, élan de vie. Et du coup, là, en confinement, qu'est-ce que tu observes si tu regardes un peu dans les comportements, la sexualité des Français, c'est quoi? Ouais, je pense que nous déjà, il y a eu un truc intéressant, si je parle juste de la boîte, on a eu genre moins 50% les du premier jour, tu vois, parce que je pense qu'on perdait, nous, tu regardes, il y a à peu près 3 segments, on va dire, de patients. Tu vas avoir les célibataires, et là, de facto, tu les perds parce que ils pratiquent plus, hein, la majorité d'entre eux, ils vont être confinés tout seuls, donc ils vont moins consulter, ils vont moins pratiquer, donc vont consulter. Tu vas avoir, comme je te le disais, les gens en couple, mais qui n'en parlent pas à leur partenaire, et là, pareil, il fallait qu'ils se réadaptent parce qu'ils veulent pas du tout en parler, donc il faut qu'ils se cachent, et ils se cachent chez eux, il y a leurs enfants ou leurs compagnes, etc. Et tu avais tout le segment des gens en couple qui en parlent très ouvertement avec leur compagne qui est plutôt motrice et tout. Donc ça, nous, on a vraiment les deux premiers segments un peu arrêtés au tout début pendant 10 jours. Et puis finalement, donc les célibataires, je pense qu'on en a toujours pas, mais les autres se sont organisés et c'est reparti. Donc après, je pense que ce qu'on observe, c'est que tu as quand même pas mal de gens qui se remettent à refaire l'amour. Quand tu es confiné, je pense que tu passes plus de temps ensemble, que la vie est un peu plus lente. Donc, je pense que pour les couples, c'est quand même un gros challenge, hein, c'est à qui je parle, parce que se retrouver avec des enfants souvent en bas âge comme ça, c'est assez dur. Mais à la fois, ils ont quand même en général plus de temps à la maison ensemble. Donc, voilà. Soit ça va créer des divorces, soit ça va resserrer les liens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sent à la fin, c'est qui tout double, quoi. Je pense qu'il y a quand même un peu un effet loft aussi, quoi, parce que comme on est enfermé, tu te mets un peu le truc et puis tu verras à la sortie si ça repart. C'est un peu Kenza et Aziz, ou je sais plus comment ils s'appelaient, c'était ça.
Non, mais je pense que tu as un peu ce côté-là. Je sais pas ce que ça va donner à la sortie. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent que les gens vont avoir changé, etc. J'ai du mal à voir ça, tu vois. Parce que les gens, ils sont enfermés chez eux, mais ils consomment toujours autant d'écran. Et dès qu'on va réouvrir, ça va pas changer nécessairement. Donc pour les couples, je sais pas. Écoute, je pense que pour nous, c'est plutôt. Je te dis, on a perdu tout le segment des célibataires, mais sur le reste, c'est plutôt bon, quoi. Et aujourd'hui, l'activité est repartie très fort, quand même. Il y a Thomas qui demande, quel est votre modèle économique? Alors Thomas, donc notre modèle économique, on en a plein. Donc on prend un cut sur les consultations. On vend des services aux pharmaciens qui sont connectés. Nous, on vend des produits aussi en propre, en direct. Ça, c'est directement pour nous. Et puis après, on a tout un système d'abonnement, de services additionnels, de coaching, etc. Voilà, pareil. Ok. Comme ça qu'on est bien. Et c'est quoi les next steps pour le business de Charles? Ouais, alors donc nous, les next steps, donc, bon, c'est de continuer déjà ce qu'on fait. Tu vois, là, le gros succès qu'on a eu ce mois-ci, c'est qu'on a eu une explosion SEO. On a gagné des positions en page one sur Google partout. Donc ça, c'est vraiment un gros travail qu'on fait au quotidien, de créer du contenu, de devenir un vrai média de référence. Si tu regardes sur le sexe, en gros, tu as soit des scams, un peu des purs SEO, donc des mecs qui ont fait des sites juste pour être bien référencés, pour vendre des produits à la con, hein. Soit tu as Doctissimo, tu vois, un peu chiant. Et on sent que là, Google est en train de nous valoriser vachement, donc on monte partout là-dessus pour devenir un peu les gens qui vont faire des articles de référence sur toutes les problématiques sexuelles. Donc ça, c'est un gros truc. Après, business-wise, vraiment, là, on va lancer des programmes de coaching précis sur des pathologies, genre l'éjaculation précoce, etc. Et puis, on va commencer, je peux pas dire exactement les pays pour l'instant, mais on va, avant l'été, tester un peu à l'étranger notre World Sex Clinic. Donc, pour l'instant, c'est une World Sex Clinic, mais française, quoi. Et comment tu te positionnes par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? Alors là, je parle pas de Covid, mais je parle à le mouvement MeToo, l'émergence d'un nouveau féminisme, les mecs qui cherchent leur place aussi là-dedans. Tu vois, Ouais. comment tu positionnes la marque et ta mission en fait à travers Charles.co? Ouais, bah nous je pense que bon déjà tous nos médecins sont quand même vachement éduqués à ces choses-là, si tu veux, et ont toujours un peu transmis ce message parce qu'un médecin sexologue à la base il fait homme, femme et couple. Donc quand les mecs viennent, c'est pas juste j'arrive pas à avoir d'érection, il y a aussi tout un accompagnement psy et tout. Donc je pense que là-dessus, on a des médecins qui étaient assez progressistes, donc qui accompagnent le mouvement. Et je pense qu'en fait, nous, des patients qu'on voit, je trouve qu'on se rend compte que le mouvement il a déjà été fait. C'est ce que tu disais un peu. Il y a même un peu une injonction à la performance, mais pas tellement parce qu'il faut être un vrai homme. Mais je pense qu'il y a maintenant quelque chose qui se tourne vers le plaisir de la femme, qui est quand même vachement intéressant. Tu vois ce qu'on disait, enfin, je sais pas si les gens connaissent, mais Climax, la boîte qui avait fait une conférence à The Family. Donc, globalement, c'est une fille qui a monté une boîte, un peu comme Oh My God Yes aux États-Unis, qui apprend aux femmes à se masturber. Donc, en gros, c'est des close-up de vulve et t'as quelqu'un qui apprend à faire des mouvements, etc. Et quand elles ont lancé quand elle a lancé sa boîte, elle a été super surprise de voir que 85% des clients, c'était des hommes, quoi. Et je pense que nous, on le voit, les hommes, ils sont vachement en recherche de comment donner plus de plaisir à leur partenaire. Quand ils sont précoces, à la limite, ce qui les angoisse, c'est pas de dire je suis Rocco, c'est souvent mince, en fait, ma partenaire va me quitter, quoi. Donc nous, on a vachement ça sur des gens qui ont des problèmes sexuels. Il y en a beaucoup qui ont eu des histoires de vie vachement accidentées parce qu'ils n'ont jamais réussi à résoudre ces problèmes-là. Et donc, tu vois, ils sont plutôt. Donc, tu vois, sur ce mouvement-là, je pense que nous, les gars qu'on voit, ils sont déjà un peu éduqués à ça, quoi. Ils sont dans la recherche du plaisir de l'autre plus que dans la Ouais. personne. Ok. Ouais, rends-toi compte, tu vois, ça n'a pas marché pendant X années, ils ont peur, ils se rendent bien compte qu'ils sont pas à la hauteur, entre guillemets, pour donner du plaisir à leur compagne. Donc, ils sont plutôt assez ouverts sur l'autre, ouais. Mais donc, ça veut dire qu'en gros, vous vous positionnez du côté d'assumer sa vulnérabilité, d'en parler, de pas avoir honte et de pas s'identifier à ces troubles, en tout cas de pas remettre en question leur masculinité à cause d'un problème d'érection, quoi. Bah, ça, clairement, ils le font encore, hein. Ça, c'est sûr que nous, c'est tout le but de la boîte, c'est de dédramatiser, de dire que c'est pas grave, de dire que ça touche, comme tu le disais, 40% des gens dans leur vie, et que voilà, ça, c'est clairement un des gros objectifs qu'on a et qu'on met partout. Et ça, c'est sûr il y a beaucoup de gens, et ça dépend aussi vachement des milieux sociaux. Si tu veux. Il y a des gens qui ont une éducation sexuelle qui est quand même très très basse, hein, et donc là-dessus, c'est clairement le rôle de nos médecins, à la fois nous dans notre création de contenu et de nos médecins, dès le départ, de leur dire attends, t'es pas tout seul. T'inquiète pas, ça se résout, etc., etc. Et je pense que les mecs, ils ont tellement tendance,
moi, je vois toutes les femmes qui nous appellent pour leur conjoint, elles sont super compréhensives, quoi. Moi, j'ai eu une femme, tu vois, elle avait 33 ans, ça faisait 10 ans qu'elle était avec son mec. Elle me dit, bon, j'aimerais bien avoir des enfants. Il a jamais eu d'érection depuis qu'on est ensemble. Il a jamais voulu m'en parler, etc. Et What? donc, elle était super compréhensive. Elle était restée 10 ans avec lui. Elle disait, moi, je veux juste des enfants. Enfin, maintenant, tu vois, c'est le stade de 33 ans. Mais il n'a jamais eu d'érection de sa vie, il n'a jamais en parlé, c'est un non-sujet, j'essaie de lui en faire parler, j'y arrive pas. Tu vois. Ça, c'était une super satisfaction. Ils ont fait une consulte à deux chez nous et tout. Donc, faut se rendre compte que, voilà, je Et pense que ça vient un c'est-à-dire, peu. quand tu dis une super satisfaction, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah après, ils ont consulté, ils en ont parlé. Moi, alors après, tu sais, il y a du secret médical. Donc, moi, je rentre pas là-dedans, mais je sais qu'en tout cas, ils ont passé le cap de prendre au moins une consulte, quoi. Et donc, moi, le message, c'est juste que je pense pas que la pression, elle soit induite par les femmes, qui sont plutôt super compréhensives, mais que le travail sur les mecs, sur la dédramatisation, mettre en confiance, il est encore important, quoi. Hmm. Ok. C'est hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là. Alors, on a une question de Audrey qui dit, à part la création de contenu et le SEO, est-ce que tu peux nous parler de l'acquisition et des actions de growth de Charles? Ouais, donc déjà juste sur le SEO, nous un truc qui nous a vraiment poussé parce que tu vois là, on va multiplier le trafic par 4, je pense. On commence à avoir quasiment 1000 utilisateurs par jour et c'est notamment le blog qui nous a vachement 1000 pardon 10 000. C'est vachement le blog qui nous a poussé et ce qu'on a fait qui est très utile, j'ai déjà dit dans un talk as a family, mais c'est les sondages. Donc c'est vraiment, ça reste du SEO, hein, je compléterai la question, mais c'est en fait les backlinks que tu vas avoir de médias un peu stars sont super importants pour ton référencement. Et nous, on a fait plein de sondages avec CliffUp, où en fait, tu fais le sondage, c'est toi qui l'héberges sur ton site, et tu obliges tous les journalistes qui écrivent sur ton sondage à mettre un lien vers ton site pour la source globale. Donc ça nous a aidé énormément. On en a fait un juste avant le confinement sur coronavirus et élections, ce qui n'avait rien à voir avec nous. C'était le fameux sondage qui a prouvé qu'il y avait 30% des gens qui n'avaient pas voté, tu vois. Et ça a été, on voit que là, le trafic, il a été multiplié par 2 grâce à ça, quoi. Donc ça, c'était sur le SEO. Sur tout le reste, on fait du Facebook, on fait du Google Ads. Alors Google Ads, c'est plutôt mieux que Facebook pour nous parce que les gens sont très intentionnistes. Quand un mec écrit problème d'érection, en général, c'est pas pour faire le touriste. Voilà, il a un problème. Alors que sur Facebook, c'est un peu différent. Et puis après, on est en train de faire un peu d'affiliation aussi avec différents sites de santé. Pourquoi tu as rejoint The Family, Simon? Pourquoi j'ai rejoint The Family? C'est une bonne question, ça. En fait, en gros, l'idée, donc on cherchait une idée avec Olivier, mon associé. Olivier qui connaissait un peu Balthazar. Donc, il avait vu Balthazar qui lui avait parlé des concepts US. Balthazar qui est directeur à The Family. Balthazar de la Verne, exactement, à qui je passe le bonjour. Je suis sûr qu'il est en train de regarder. Mais donc voilà, il était venu avec l'idée, on l'a un peu construit avec lui au début. En tout cas, on a réfléchi avec lui. Et puis, on a rencontré Oussama et Balt et on a bien senti que voilà, vous alliez être au support, que c'était un sujet qui vous intéressait, qu'on avait un clic aussi personnel. Donc nous, c'est vrai que là-dessus, en plus étant dans les locaux, on a vachement bénéficié de vous, quoi. Et on espère continuer d'ailleurs, Alice. Donc, ne nous vire pas de notre bureau. Et, Mon invité de Good Vibe. ouais, je sais, mais je suis en train de sécuriser notre bureau pour 6 mois là. Regarde, Olivier, regarde ce que je fais. Là, j'ai 6 mois, 1 an de sécurisation de trucs. Je veux que tu signes maintenant devant les gens, quoi. Non, voilà, donc nous, ça a été super utile et franchement, vous avez pas mal mouillé le maillot pour nous. Il y a plein de choses tu vois, toutes les pharma, plein de choses comme ça où on les a eues grâce à vous. Donc, voilà. Et qui est-ce qui, dans la communauté d'entrepreneurs que tu as rencontré à The Family ou pas à The Family, d'ailleurs, t'inspire des gens avec qui tu aimes bien échanger, parler, qui te motivent? Bah, moi, il y avait eu, tu te souviens, toutes les histoires des sondages et tout, qui ont franchement été assez hyper importants dans le développement. C'était Atem, tu sais, ancien de Wild et nouveau d'Inch'Allah. Donc, en gros, c'est quelqu'un assez intéressant qui avait monté à la fois le réseau libertin le plus gros de France, qui s'appelle Net Échangisme, mais maintenant qui est devenu Wild, et en même temps un site de rencontres musulmanes. Donc, un type intéressant parce qu'il faisait quand même un peu le grand écart dans ses expériences. Donc moi, c'est un type que j'ai trouvé vachement inspirant. Enfin, inspirant et qui avait plein d'idées. Quoi d'autre Il est venu dans Good Vibes, Atem. Hein? Il est venu dans Good Vibes. Ah, il est venu dans Good Vibes? Ouais. Ouais. Bah, franchement, malin, vieux routier du web, tu vois. Puis pas de levée de fonds, pas de trucs comme ça. Genre, assez pur, quoi. J'aime bien ces gars-là qui ont été entrepreneurs assez tôt, qui sont dans le web depuis très longtemps, quoi. Ouais, et très humble aussi. Ouais, hyper humble, carrément. Puis toutes les histoires qu'il a racontées sur comment faire une app de dating, tu vois, pour les musulmans spécifiques, c'était super intéressant, quoi. Ils ont été vachement créatifs. J'ai une question de Guillaume qui demande combien coûte la réalisation d'un sondage IFOP et est-ce que tu as directement contacté les journalistes pour le publier?
Alors, je te donne le détail du process, c'est bon, ouais. OK. Alors, un sondage IFOP, il va te coûter entre 4 et 10 000 euros en fonction du nombre de gens que tu veux voir interroger, donc un peu du backing scientifique que tu veux mettre ou pas au sondage, et du nombre de questions, évidemment. Donc là, tu vois, sur le coronavirus, on a fait un truc genre à 4 000 parce que c'était une opportunité. Je connais bien le mec de l'IFOP qui m'a appelé, qui m'a dit ça va buzzer, les journalistes ont besoin de charbon là sur il y a aucune donnée sur le coronavirus, on est chaud. Donc ça, je l'ai pris. Sinon, avant, on avait fait des trucs sur l'érection et l'éjaculation précoce qui étaient plutôt à 10-12 000 parce que c'était des vrais trucs sociaux sur, voilà, avec 15 questions, etc. Donc, le process, c'est tu appelles l'IFOP, tu fais ton sondage, enfin, tu te mets d'accord sur les questions, etc. Là, nous, on avait pris, tu pourras m'envoyer un mail à simon@sphère.co, je te donnerai tous les noms, mais après, nous, on prend une agence spécifique qui, en fait, donc déjà, va te faire des communiqués de presse un peu adaptés aux différents publics, donc pour les journaux féminins, pour la presse quotidienne régionale. Tu vois, on avait des stats de quelle est la région où il y a plus de problèmes d'érection. Donc ça, les gens étaient comme des fous, tu vois. Les Corses, ils avaient plus de problèmes que les autres. Donc on a fait toutes les Corses matin, tout, tout. Enfin bref, ça, ils font plein de communiqués de presse. Ils patatent aux journalistes. Et après, dès qu'un mec écrit, eux, ils appellent, ils disent, écoute, éthique journalistique, mets ta source, donc mets le lien retour vers l'étude qui est hébergée. C'est comme ça que tu récupères tous les backlinks, quoi. Magnifique. Voilà. Bravo. T'es heureux en ce moment, Simon? Bah, écoute, je suis assez heureux, ouais, je suis assez heureux. Je te dis, je suis avec mes potes, là, c'est un peu particulier. La boîte va pas mal. Je sais pas, je pense que ça va être une période assez charnière en plus pour. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont changer après. Je pense pas nécessairement les gens, comme je le disais, mais typiquement sur le capitalisme, la vision de plein de choses. Je pense que, tu vois, économiquement, on était un peu en bout de course. Tu voyais tous les pays où on était dans des milieux quand même où les gens, la promesse du capitalisme, c'était tous les ans, tu vas avoir une plus grosse télé, tous les 3 ans, une plus grosse voiture, et tes enfants vont mieux vivre que toi. Et tu as senti que tout ça était freiné, donc tu as eu du Trump, du Brexit, etc. Et ça commençait à arriver en France. Et là, avec cette crise-là, je trouve que ça accélère tout parce que tu te rends compte qu'en fait, ben, les États vont devoir privatiser tout et tout. Et là, tu te rends compte que sur la santé, ben, on va réinvestir, on va refaire de la dette comme des fous et on va se recentrer sur le vital. Donc, je pense que c'est un peu un des derniers coups qui a été mis au modèle capitaliste libéral pur qu'on voyait, tu vois, et que les années à venir, on va avoir des évolutions obligatoires. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui dans l'économie, c'est faire, en gros, aussi bien avec moins. Tu vois, une startup, c'est un Airbnb, il a pris 20% du business des hôtels sans employés quasiment, quoi. Et quand tu montes une startup, c'est faire aussi bien que les gros groupes avec moins de gens. Donc, je pense que là, ça va vraiment mettre l'État face à, tu sais, qu'il doit probablement revenir aux affaires sur tout ce qui est régalien. Probablement, tu vois, le revenu universel, à mon avis, va revenir vite sur la table parce que tout ça va accélérer le chômage, en fait, là, plein de trucs. Donc, moi, je suis assez sur l'avenir. Je sais pas si je suis positif ou négatif, mais j'ai trop envie de voir ce qui va sortir de tout ça, quoi. Enfin, je suis content de dire que quand tu as Macron qui te dit, hein, bah, en fait, il faut qu'on arrête de penser que l'hôpital est un centre de coût, tu vois. Bah, je pense qu'il y a quand même une évolution super intéressante, quoi. C'est-à-dire, l'hôpital, il doit être quoi, là? Bah, enfin, un centre de coût au sens, le voir comme un centre de coût. Bah, c'est un investissement qui est à perte, certes, mais on s'en fout de compter des crayons et de réduire les trucs, quoi. Je pense que et tu vois, toute la rigueur budgétaire, je sais pas si ça va finir à l'africaine, on va se faire effacer nos dettes purement et simplement, mais toute la rigueur budgétaire qu'il y avait sur ces choses-là, et les exigences de rentabilité, j'espère que tout ça va changer tu vois, à l'avenir. Et je pense que ça va être, vu les annonces qui ont été faites, je pense que ça va vachement recentrer les choses sur le vital. Mais même sur plein de trucs, tu vois, sur les importations, là, on est obligé d'importer des milliards de masques, de se les faire voler sur les tarmacs. Enfin, on se rend bien compte que la façon dont la production est faite et dont on s'approvisionne, elle est pas bonne. Donc, j'espère que ça va faire bouger quelques trucs, quoi. Intéressant, hein, très intéressant. Mais donc, du coup, alors, je te pose la question, est-ce que tu penses que les entrepreneurs peuvent être impliqués dans cette version, enfin, je sais pas, accompagner, par exemple, le nouveau modèle des hôpitaux, ça peut se faire avec leur... Ouais. Bah, par exemple, je donne un exemple. Tu vois, nous, on a quelqu'un qui est investisseur chez nous et qui est un ami qui a monté une boîte qui s'appelle MedGo. Donc, c'était une boîte qui permettait de faire du remplacement médical. Tu vois, un hôpital, il avait des problèmes de staff, il y a beaucoup de rotation sur les infirmières, les brancardiers, enfin, sur tous les personnels médicaux. Et donc, c'était purement un truc qui te permettait dès que tu avais une vacancy ou quelque chose, quelqu'un qui n'était pas là, d'envoyer une base de gens, voilà, il y a un job, prenez-le, etc. Et lui, tu vois, dès le début du Covid, il a senti, il a mis en place il a un peu tweaké sa solution. Ils ont bossé jour et nuit pour que, en fait, ça puisse être une plateforme de volontariat, quoi.
Donc, c'est par eux. Ils ont fait un accord avec la PHP notamment, qui a permis en fait à tous les volontaires, anciens, étudiants, retraités, etc., de se porter volontaires et de se manifester via cette plateforme pour des hôpitaux qui allaient manifester des besoins et des volontaires qui allaient les remplir. Donc, tu vois, typiquement, c'est un exemple super concret et ils ont réussi à faire ça en une semaine, quoi. Donc, Alors, on a Boris qui demande, est-ce que les mecs guérissent des érections et des éjaculations précoces en passant par Charles? alors, bah, tout le monde ne dirait pas, hein, c'est pas un 100%, sachant que, tu vois, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Tu as des gens, typiquement, qui vont avoir des problèmes physiques majeurs, euh, typiquement liés au diabète après très longtemps, etc., où franchement, leur vaisseau leur permettent plus d'avoir d'érection. En général, là, ça va être ils vont arriver à des choses comme la pompe à vide, etc. C'est assez extrême. Et ça, c'est juste que purement physiquement, en fait, leur corps est plus capable. Et après, il y a plein de gens aussi où psychologiquement, ils vont avoir plus de mal à passer le cap. Et typiquement sur l'éjaculation précoce, ce qui est moins avec des traitements médicamenteux, mais plus avec des traitements comportementaux. Si les gens n'ont pas la discipline de faire vraiment tout le programme ou pas la force ou des événements de vie qui les retardent, bah non, il n'y a pas 100% de réussite. Après, on essaie de progresser au fur et à mesure de plus en plus pour que l'accompagnement soit de mieux en mieux pour arriver à l'asymptote, tu vois, vers les 100%, quoi. Il y a Audrey qui demande quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut lancer un business dans le domaine des problèmes liés à la sexualité, en fait. Bah ouais, bah je sais pas, nous là, c'est d'y aller, je pense, c'est d'aimer le sujet, c'est beaucoup de t'entourer, je pense comme je disais, c'est tellement un sujet à la fois tabou et sujet aux arnaques. Je pense que c'est très important de t'entourer de vrais pros, médecins, d'avoir toutes ces cautions-là, de travailler ton image, de vraiment t'y intéresser. Donc, moi, je dirais ça. Je pense que là, vraiment, le label sérieux est super intéressant. Donc, c'est pas forcément tu vois, nous, on a mis beaucoup de temps à développer parce que tu as des données de santé, parce que tu es une plateforme de téléconsultation, etc., etc. C'est pas forcément un truc cul du camion, d'une start-up, je lance en 2 semaines, je regarde si ça prend, tu vois. Pour le coup, le conseil, c'est d'être patient. C'est probablement de lever un peu d'argent au début pour avoir les moyens de tes ambitions sur la construction de la solution et t'entourer de gens super professionnels, quoi. Il y a Thomas qui demande si ce secteur t'intéressait avant. Ouais, bah moi, ce secteur m'intéressait parce que c'est toujours la sexualité, un truc qui m'a intéressé enfin, personnellement, et puis de voir les évolutions dans la société. Et puis, c'était moi le côté briser des tabous, entre guillemets, pouvoir en parler librement. C'est toujours un truc que j'ai aimé, quoi. Donc, c'est un peu mon caractère. Donc, ouais, c'était clairement, ça m'intéressait beaucoup. J'étais pas passionné par ça, mais si tu m'avais mis 10 sujets en face de moi pour choisir, je pense que ça aurait été un des premiers que j'aurais pris, quoi, plus que la comptabilité. Tu viens d'un environnement, tes parents sont entrepreneurs, c'est la première boîte, hein, Charles. Ouais. Bah alors non, mes parents sont pas du tout entrepreneurs. Non, non, mon père travaillait à la Poste. Et ma mère, j'espère qu'il regarde. D'ailleurs, je passe le bonjour. Mais et ma mère travaillait chez Orange, tu vois. Donc rien à voir avec les entrepreneurs. D'ailleurs, tu vois beaucoup d'entrepreneurs, enfants d'entrepreneurs, parce que c'est vrai que la première fois que tu dis ça à tes parents, quel que soit ton niveau de vie où t'es, ça leur fait toujours un peu peur, quoi. Tu vois, moi, mes parents, ils ont fait 40 ans dans la même boîte. Enfin, c'était une autre mentalité. Donc c'est sûr que quand t'es enfant d'entrepreneur, je pense que c'est plus facile. Mais bon, aujourd'hui, tout est quand même en France. La France, c'est quand même un pays super pour entreprendre, quand tu te rends compte. Alors, je sais que chez The Family, vous n'avez pas trop la BPI, ce truc-là, mais moi, je trouve qu'il y a quand même un environnement qui est assez. Non, mais parfois, vous êtes un peu critique et tout. Mais Non, on est critique contre le systématisme et ouais. d'être dans une position de demandeur et que ce soit pas interrogé. Tu vois. Ouais. Non, mais je comprends. Mais tu vois, pour te dire, je pense que c'est pas aujourd'hui réservé qu'à des enfants d'entrepreneurs ou des gens qui ont beaucoup d'argent à la base ou peu importe. Je pense que la France est quand même un environnement assez favorable, quoi, de base. Bien sûr. Et tes parents, ils t'ont pas. Enfin, je veux dire, c'était quoi l'éducation sexuelle à la maison, si on avait une? Bah, moi, j'avais une mère assez libérée là-dessus. Je pense qu'elle était assez 68 hard et tout. Donc, toujours, on en a parlé. Après, je trouve ça, c'est aussi pour ça que je pense qu'on a un rôle à jouer à terme sur l'éducation sexuelle à tous âges. Hein, mais c'est que même en ayant des parents super libérés là-dessus, je savais que, tu vois, ils étaient Ça veut actifs dire quoi, des parents sexuellement, qu'ils super libérés? s'aimaient. Bah parce que mes parents, en vrai, ils étaient hyper ouverts sexuellement, ils pouvaient en parler. On savait qu'ils avaient une activité sexuelle débridée. J'ai déjà vu mes parents tout nus très souvent. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs comme ça où c'était pas du tout tabou. Et puis ma mère ouvrait toujours des portes à tous les âges, en mode, tu sais, c'est du genre à te mettre des capotes dans ton sac quand t'as 12 ans, tu vois. Mais juste en mode,
ok, j'essaye d'ouvrir des portes. Si tu as besoin de moi pour en parler, t'en parles. Et moi, même en étant dans cette famille qui est, je pense, super cool là-dessus et ouverte, bah, tu te mets quand même des barrières parce qu'en fait, t'as pas envie d'en parler à tes parents, globalement. Enfin, c'est pas forcément les premières personnes à qui parler. Et ça, c'est vraiment un vide parce que nous, on récupère du coup des mecs qui ont jamais parlé de sexe à personne, quoi. Donc là, tu as toute la vague Sex Education sur Netflix, etc. Et nous, je pense on a envie de s'inscrire là-dedans, quoi, d'apporter de l'écoute, de l'info de qualité, etc., à tous les âges aux gens sur ce sujet-là. Ils sont fiers de toi, tes parents, quand ils regardent ce que tu fais avec Charles Poinco? Ouais, franchement, je pense qu'ils sont fiers. Ils ont pas, en tout cas, ils ont pas honte parce qu'au début, tout le monde me disait, waouh, c'est quoi ce sujet et tout, c'est l'horreur. Et je pense qu'au final, ils sont contents. Ouais, ils sont contents. De toute façon, s'ils me voient content, ils sont contents. Et puis, je pense que le rôle social de ce qu'on fait est à minima pas négatif, quoi. C'est intéressant. La réaction des gens au départ, quand tu t'es lancé, c'était qu'est-ce que tu fous sur ce sujet, c'est ça? Ouais, bah, il y a des gens qui étaient gênés, tu vois. Il y a plein de gens qui me disent, mais j'aurais jamais fait ça, quoi, parler d'érection toute la journée. C'est vrai que nous, on parle globalement de sexe toute la journée, quoi. Après, moi, c'est un truc qui me ravit, hein. Je peux faire ça, que plein d'autres trucs, mais il y a plein de gens qui sont pas à l'aise avec ça, hein. Hmm, Et bien sûr. quand on te dit, ils vont te dire, ah, tu vends du Viagra, ouais, enfin, t'es limite un pornographe, tu vois. Donc, je pense qu'il y a encore des gens qui sont un peu coincés là-dessus. Et ce qui était aussi une opportunité pour nous, parce que quand toi, tu t'en fous et que ça te plaît, bah, je pense que ça enlève une partie des gens qui auraient pu se lancer là-dedans ou être, Non, mais voilà. après moi, j'entends plus une critique du style. Ce qui serait dommage, ce serait que ce soit une façon contournée d'envoyer des pilules, mais c'est pas le cas. Non, Euh, non, pas du tout. D'ailleurs, ça, c'est la grosse chose qu'on a vu différente des US, c'est-à-dire que tous les modèles US, ils sont là pour, en gros, désintermédier. Tu vois pas de médecin, tu remplis juste un questionnaire, tu as direct tes pilules, c'est toi qui choisis ton grammage, c'est toi qui choisis ta quantité, c'est toi qui choisis ta molécule, c'est toi qui choisis tout, globalement. Tu achètes ça comme au supermarché. En gros, ils sont en train de faire un Amazon des médocs sur ces trucs-là. Nous, on voit les gens qu'on voit, ils sont traumatisés en France. On a une culture du médicament qui n'a rien à voir. Tu vois, aux US, ils prennent du Viagra maintenant. Je crois que j'ai plus quelles sont les stats, mais c'est colossal. C'est genre dans les 18-30 ans, tu as 30% des gens qui prennent du Viagra. Pas parce qu'ils ont des problèmes, mais parce que, tu vois, soit tu drogues, soit tu bois, soit tu vas être super performant, parce qu'en effet, tu prends ces trucs-là, tu vas être super performant, quoi. Et donc, ils prennent ça comme ils prennent de l'adérol pour apprendre plus vite. Et voilà, ils prennent des amphètes de partout. Aux US, c'est des pill poppers à plein de niveaux. Nous, en France, on avait vu ces modèles aux US, on savait pas trop comment ça va être en France, mais nous, sans médecin, on ferait rien, quoi. La majorité des gars, ils ont peur des médocs. Il y a plein de gens, c'est pour ça aussi qu'on fait de la phytothérapie, on fait plein d'autres trucs, parce il y a plein de gens qui veulent juste pas prendre de médicaments, quoi. Et en fait, c'est très drôle, parce que si on raconte l'histoire du Viagra, en France, il y a une énorme psychose là-dessus sur on va faire des crises cardiaques, tu vois. Je vais raconter très rapidement. Le Viagra, c'est Pfizer qui, dans les années 90, fait un test c'était des gens qui avaient des angines de poitrine. Donc, ils font une molécule qui teste pour les problèmes de cœur, un problème de cœur particulier. Ils font un test aux US, ils filent des pilules et tu sais, il faut que tu aies un taux d'efficacité assez haut pour justifier une mise sur le marché d'un médicament. Donc, ils testent versus placebo. Et si tu vois, le placebo, ça peut aller, ça dépend des pathologies, mais entre 20 et 40%, tu vois. Donc, si tu n'es pas largement au-dessus de 40% sur ton médoc, on ne le commercialise pas. Donc, ils font le truc. L'efficacité n'est pas dingue sur l'angine de poitrine. Ils disent à tous les petits vieux, renvoyez vos pilules, les gars, c'est fini, tu vois. Personne ne renvoie les pilules. Donc, ils appellent en disant c'est une obligation légale. Et là, tu as des mecs qui leur disent bah non, mais j'ai des érections d'enfer, j'ai retrouvé une vie sexuelle, je suis un fou et tout. Donc, c'est comme ça, en pure sérendipité, qu'ils ont trouvé le Viagra. Donc, à la base, c'est plutôt un médicament pour le cœur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il y a des mecs de 80 ans qui n'avaient pas fait de sport depuis 30 ans, qui se sont mis à faire l'amour, tu as eu des crises cardiaques, mais à l'effort, si tu veux. C'était pas du tout la pilule en elle-même qui créait ça, c'est le fait que les gars, ils refaisaient l'amour alors qu'ils n'étaient pas capables de monter 2 marches d'escalier, quoi. Donc c'est pour ça. Mais sinon, c'est pas un médicament dangereux. Mais en France, genre, tout le monde a la vision du truc que c'est un médicament super dangereux. Ils veulent absolument parler à des médecins. Donc on n'est pas du tout en train d'essayer de pousser des pilules à des gens, quoi. Hmm, ok. Et sinon, je sais que tu chantes très bien, Simon. Ah, je chante pas très bien, mais je chante souvent au bureau, ouais, ça c'est vrai. Et tu chantes tout le temps à côté de mon bureau et tu chantes des chansons françaises. Tu as un répertoire très large qui égaye nos journées, hein. Ça me manque, je t'avoue. Ça me manque. Ouais, ben moi aussi ça me manque. Tu sais que déjà mes associés me manquent, c'est quand même un truc que je pensais pas dire parce que j'ai quand même la tête d'Olivier en face de moi à 1 mètre tous les jours et il commence à me manquer, tu vois. Et puis vous me manquez aussi parce que globalement, pour expliquer aux gens, nous on a notre bureau, il y a que des mecs. Et à côté, il y a le bureau d'Alice en mode gold up, female, female power et tout. Et donc, c'est toujours sympa d'avoir les deux l'un à côté de l'autre. Et on chante beaucoup, on se répond avec Alice, qui est aussi une excellente chanteuse. Enfin, moi, je suis pas un excellent chanteur, mais tu vois, Alice, Tu me chantes une petite chanson pour faire kiffer nos auditeurs, là?
Ouais, je sais pas si ça va faire cliché. On a 30... Ok, je regarde, on a 39 personnes. Si à la fin, Ouais, mais après, on l'a j'arrête définitivement le chant. Ok, bon, ok, j'ai chanté une chanson. Donc. Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. fait. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Voilà, ça c'est Good Vibes. On est toujours à 39. Merci d'être resté, merci mon public. Magnifique. C'est ma première salle. Hein. Tu 39 personnes, c'est une salle. Tu chantes, tu pousses un peu plus fort hein, d'habitude. Hein. Là, tu me l'as Ouais, joué. mais là je suis un peu timide. Ah, c'est cool. C'est cool. Merci. Bravo. Magnifique. Bon, bah, Merci. ça, c'est juste pour vous donner un peu de ce que je vis au quotidien avec Simon en voisin. C'était charmé. Bon, bah, tout cool. Les amis, si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, on va partir en mode. Moi, j'ai une question pour toi, Alice. J'aimerais bien connaître ta routine capillaire. Parce que tu vois, moi, j'essaye un peu de faire des trucs un peu lyonesques comme toi. Mais comment tu arrives à avoir une crinière pareille, quoi? Mais la vérité, Ouais. bah, la vérité, c'est que je fais vraiment pas grand-chose. Juste pour pas qu'ils se transforment en locks géantes, je les hydrate. Donc, je suis obligée de les mouiller tous les jours et de les démêler avec mes doigts. Voilà. D'accord. Et je laisse l'après-shampoing pour qu'il reste un petit peu compact. Voilà, et que ça D'accord, part mais en mousse. magnifique. En tout cas, je te félicite pour ce. Tu as Mais- fait de toi un animal en bonne santé, tu vois. Merci. Bon, les amis, c'était un kiff. Merci, Simon. C'était vraiment un kiff d'être avec toi. Merci à tous, pas de problème. C'est cool. Bravo pour Charles. Bravo pour la question. Bravo pour les gens, tous les couples, les hommes que tu arrives à aider. Pour tous ceux qui sont là, vous êtes les bienvenus pour passer en mode networking. Donc, il suffit de cliquer juste là et bah, pourquoi pas de chanter ou de se raconter qu'est-ce qu'on a pensé du business de Simon. Est-ce qu'on lui ferait pas un concurrent voilà. Non, ça c'est interdit. Et signer un truc avec l'État, c'est interdit. Donc voilà, mettez-vous dans le networking, ça dure 5 minutes, c'est en mode chat roulette, c'est hyper cool. Tu le fais, Simon? Ouais, je le fais maintenant là. Sympa, ouais. Tu cliques sur networking et ensuite, si tu as kiffé la personne, très important, tu cliques sur connect pour rester connecté. Voilà. Networking, c'est là. Et sinon, demain, on se retrouve tous pour parler de comment embaucher des super devs avec le fondateur de HireSuite, and it's going to be in English because everybody loves my English. Bien, allez, super. Quelle pub pour Wall Street English. Merci. Et sinon, les amis, je finis. Mercredi soir, on fait un événement avec Nicolas Collin qui s'appelle Nouveau Départ. C'est une série de conférences où on va raconter industrie par industrie comment elles sont en train de se transformer. Vendredi, on parle de fundraising avec des guests incroyables comme Fred Destin et plein d'autres gens qui viendront parler de cette période difficile. Mais pourtant, il y a des alternatives quand même à la levée de fonds et on entendra aussi ce que les VC ont à dire pendant cette période. Et samedi, on fait un co-founder meeting. Donc, c'est-à-dire si tu veux trouver ton cofondateur, tu as de grandes chances de le trouver grâce à Co-Founder samedi matin. Voilà. Bisous à tous et allez networker. Merci beaucoup. Ciao. Merci, allez, bisous.